On est conscient qu'il y a un gros désert et on fait notre nécessaire pour attirer les médecins à venir s'installer dans nos villes. C'est très, très difficile et pour nous, on est très attachés à notre ville et à nos patients. En attendant, on ne peut pas vous proposer mieux parce qu'on est déjà surchargé de boulot. Donc, on va faire des journées de prévention et on se dit qu'avec un peu de prévention, on aura peut-être un peu moins de boulot en attendant que des médecins s'installent, mais aussi des orthophonistes, des kinés, parce que malheureusement pour nous, on manque de tous les personnels de santé. Donc aujourd'hui, c'est sur les écrans. Si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder, que ce soit au sein de la MSP ou de la CPTS, n'hésitez pas à venir nous en parler et on fera notre nécessaire. Sachant que pour la CPTS, on va axer essentiellement sur les cancers et le diabète pour commencer, qui sont les gros fléaux de nos villes. Donc, c'est notre première étape. Voilà. Après, on espère également faire d'autres interventions comme aujourd'hui. Donc, si vous êtes content de cette journée, il faudra faire de la pub parce que forcément, c'est une grosse organisation pour nous. On est déjà bien surchargé, comme je vous ai dit, de boulot dans nos cabinets respectifs. Et bon, on est quand même très content parce qu'il n'y a pas que 3 personnes. Donc, voilà. Cet après-midi, ça va être un petit peu plus dynamique. On l'espère avoir encore plus de monde. Et puis, surtout, on voudrait remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans ce projet. Et je vais passer du coup la parole à Sandrine, qui est l'orthophoniste de la MSP. Et donc, moi, c'est Marion, je ne me suis même pas présentée. Et je suis l'orthoptiste de la MSP. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci Marion. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici à l'espace 233. Alors, pourquoi est-ce que des professionnels de santé vous proposent une journée sur le thème des écrans ? Eh bien, parce que, vous avez dû le remarquer, dans nos vies, les écrans sont présents partout, de plus en plus. Et dans nos cabinets, nous avons remarqué certaines choses qui semblent évoluer, des troubles qui semblent évoluer. Et donc, on se pose la question de savoir si c'est lié à l'usage des écrans. C'est un constat qui est partagé avec d'autres professions. Nous avons rencontré des professionnels de la petite enfance, différents professionnels dans l'éducation nationale aussi, qui nous ont tous dit « Ah oui, il faut absolument parler des écrans ». Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et alors évidemment, on ne va pas revenir en arrière, hein, les écrans sont là et il faut vivre avec, bien sûr, ça rend service aussi parfois les écrans. Mais il nous a semblé qu'il y avait besoin de clarifier un petit peu les choses, au moins vous permettre de réfléchir à l'usage que nous faisons de ces écrans. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous apporter des éléments pour nourrir cette réflexion. Alors un petit mot sur le titre. Pourquoi éduquons nos écrans ? Alors ce sont des mots qui ne vont pas bien ensemble, hein. On n'éduque pas un écran. Certains diront on éduque un enfant, pas un écran. C'est voulu, bien sûr. C'est en fait, pour les enfants, quand on parle d'un objet comme d'une personne, ça s'appelle une personnification. Parce que les écrans sont parfois diabolisés. Sont-ils si terribles ? On peut se poser la question. Parfois, c'est souvent les adultes qui pensent ça, ils sont souvent très présents. Ils s'imposent comme une personne qui s'imposerait un peu trop. Et auquel cas, on pourrait dire qu'elle manque d'éducation. Voilà, donc pourquoi ce titre ? Parce que simplement, il s'agit de réfléchir à l'usage des écrans et c'est à nous, parents, mais aussi enfants, de réfléchir, d'en faire quelque chose de bien. Voilà, un peu comme dans l'éducation. Voilà. Alors, notre action s'est déroulée en 2 temps. C'est-à-dire que là, vous êtes présents aujourd'hui, merci à vous. Mais auparavant, en mai et juin, nous avons élaboré et diffusé auprès des Istréens des questionnaires, un destiné aux enfants et un destiné aux parents, pour amener justement à se poser la question de l'usage des écrans, du temps passé, et puis pour amener un dialogue. Les gens étaient amenés à remplir les questionnaires et ensuite à en reparler en famille pour justement réfléchir déjà, dans un premier temps, avant la journée d'aujourd'hui, à l'usage des écrans.
Donc merci à tous ceux qui ont participé, qui ont rempli ce questionnaire. Madame Cristofori en parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis, alors quelques mots juste sur le programme d'aujourd'hui. Donc à 10h15, Madame Irénée Cristofori nous parlera des écrans. Donc son intervention s'intitule « L'impact des écrans sur le cerveau ». Voilà. Ensuite, à 14h, Olivier Dury représentera l'association 36912 pour un usage des écrans mieux adapté à l'âge de l'enfant. À 15h30, nous vous servirons un petit rafraîchissement qui sera offert. À 16h, Nous accro, tu rigoles. Alors ça, c'est une pièce de théâtre donc qui a été conçue spécialement pour l'occasion, pour aujourd'hui, par Monsieur Plochu, qui est là-haut, qui se cache là-haut, et qui sera jouée par la compagnie événement. Et à 16h30, la journée se terminera par une table ronde avec des témoignages et des échanges entre les professionnels, les adultes et surtout les enfants. Le but étant aussi de parler des enfants en leur présence. Voilà. Alors, il y a des partenaires à cette journée que nous tenons à saluer. Voilà, comme disait Marion, ça a été un gros travail. Je crois qu'il s'est écoulé 1 an depuis que l'idée a germé de cette journée. Et nous ne l'avons pas fait tout seul. On n'aurait pas pu y arriver tout seul. Donc, parmi les partenaires que nous saluons aujourd'hui, l'Escale Jeunes, vous avez remarqué que vous avez été accueillis par des jeunes qui font partie de cette association et qui seront présents avec nous tout au long de la journée. Le service de l'éducation nationale, l'inspection d'Istres et les établissements d'Istres qui nous ont permis de diffuser les questionnaires et de parler de cette journée pour que vous soyez informés. La médiathèque d'Istres qui est partenaire toute la journée, qui va proposer un atelier sophrologie cet après-midi, qui a disposé des livres dans le hall à votre intention. Voilà, et puis notre partenaire co-organisateur, nous allons dire, c'est la ville d'Istres. Voilà, le service éducation enfance, le RIPED, ça c'est un service pour l'enfance en danger, la maison régionale de santé, le service de communication de la ville, la ludothèque qui sera entièrement gratuite cet après-midi, sans adhésion, l'espace 233 qui nous accueille aujourd'hui, on les en remercie, et le service du protocole avec qui nous avons eu beaucoup d'échanges. Voilà. Donc je tiens à saluer vraiment, à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cet événement. Et un grand merci à Monsieur le maire. Je vous présente Madame Irénée Cristofori. Donc, vous êtes docteur en neurosciences, chercheuse au CNRS et vous enseignez à l'Université de Lyon. C'est bien ça? Voilà. Bonjour, merci à vous. Bonjour, merci Marion. Voilà, avant de commencer et dire tout de suite qu'est-ce que c'est mauvais à propos des écrans, je vais vous rappeler un peu l'être humain, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est notre cerveau, de quoi on a besoin. Donc, on est un animal social par excellence. On a besoin des autres à partir du tout début de notre vie. Sans ces liens sociaux, notre vie n'aurait pas autant de sens. Donc, on a vraiment besoin, tout au long de notre vie, des autres. On a tellement besoin des autres que notre cerveau il est bien équipé pour tout de suite, dès la naissance. Ça, c'est des enfants, après quelques heures de vie, qui peuvent déjà imiter l'expression faciale de l'autre. Ça veut dire qu'on est équipé en réseau neuronal pour nous connecter avec les autres. On est tellement connecté avec les autres qu'on aime les imiter. Donc, vous remarquerez que si vous aimez particulièrement quelqu'un, vous allez le suivre dans la posture et dans la façon de parler, d'imiter. Et cet aspect-là sont tellement ancrés dans notre cerveau qu'on les fait de façon implicite, sans se rendre compte. Imaginez que lorsqu'on parle avec quelqu'un qu'on aime bien, même notre pupille va se dilater, va se synchroniser de la même façon de l'autre personne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'enfant ou qui l'enfant aura envie d'imiter? Les parents, oui. Donc, effectivement, nous sommes les meilleurs exemples à donner à nos enfants. Donc, si on veut éduquer aux écrans, il faudra faire un petit effort, nous aussi. Donc,
Ah, c'est mieux. Allô? Oui. Parfait. Donc, on a besoin des autres, je vous l'ai dit depuis le début. Donc, on a besoin de connexions sociales avec les autres. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les écrans puissent être un moyen de connexion ou de déconnexion sociale? À distance, effectivement, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui pourraient nous aider à nous intégrer avec les autres. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les mêmes effets, ces réseaux sociaux? Est-ce que être sur un chat ou être sur Facebook, il a le même impact que sortir, boire un café avec des amis? Non. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on a vu aussi. Moi, je suis enseignante et là, les 2 dernières années, je l'ai passé derrière mon écran à donner des cours aux enfants, aux étudiants, adolescents. Et c'est pas la même chose. Okay? Effectivement. C'est pas la même chose aussi. Désolée, ça, c'est une petite vidéo que je voulais montrer. Si ça marche. Attendez un instant. Est-ce que ça s'active? Voilà. Ça, c'est une chose que j'aimerais vous pointer. Il y a beaucoup d'études dont je me suis occupée aussi sur l'interaction entre exclusion sociale et douleur. Donc, en fait, là, vous voyez sur la partie gauche, donc il y a des petits bonhommes qui jouent. C'est un simple jeu de balles. Et en fait, à un certain moment, il y a un 3e bonhomme dont on voit juste la main en bas. Et les autres, les 2 bonhommes en haut, ils arrêtent de lui passer la balle. Est-ce que ça, c'est gentil? Non, c'est pas gentil. Oh, laissez, c'est pas gentil. Ce que je vais vous dire, c'est que les gens qui ont joué à ces jeux de balles, ils étaient des adultes. Ils allaient jouer avec des gens qu'ils n'avaient jamais connus, ils n'allaient jamais les rencontrer, donc c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Chose intéressante que les chercheurs ont vue, c'est que lorsque la personne il était exclue dans ces jeux de balles, il y avait des régions du cerveau qui s'occupent du traitement de la douleur qui s'activaient. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous rappeler que chaque fois qu'on est dans une situation de déconnexion sociale, notre cerveau traite cette information comme douloureuse. Donc alors, c'est facile si on est en train de se brûler, de retirer la main et d'éviter la douleur, parce que la douleur, ça nous protège, c'est pour la survie. Mais lorsque on est exclu socialement, peut-être on n'a pas cette habilité de retirer la main ou nous retirer de cette situation. Et donc, on va rester dans une situation de douleur pour le cerveau sur le long terme. Est-ce que ça va être bon? Non, c'est pas bon. Donc voilà, donc du coup, la question, est-ce que vous pensez que les écrans puissent nous exclure des autres? Donc on l'a un peu évoqué au début. Donc effectivement, ça peut être un moyen de connexion, mais aussi de déconnexion avec les autres. Donc ça pourrait contribuer au fait qu'on ne va pas bien en fait. Donc, pour vous parler aussi des effets du cerveau, des écrans sur le cerveau, je ne peux pas vous parler de comment il est le cerveau. Donc, le cerveau, c'est un organe plastique qui se développe. Là, c'est au cours de l'âge. Donc, entre 5 et 20 ans, vous voyez, les zones en rouge, c'est des zones de matière grise, donc où il y a les neurones qui vont traiter l'information. Plus l'âge augmente, donc on voit cette densité neuronale diminuer. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est que le cerveau décide quel neurone garder et décide aussi comment connecter les neurones. Donc, les neurones, il va y avoir moins, mais ils vont être plus connectés. Donc, c'est pour ça que vous voyez des régions plus bleues vers les 20 ans
que c'est la période dans laquelle notre cerveau atteint la maturation. Donc, tout le cerveau va être complètement fonctionnel vers 20 ans. Et plus de connexions cérébrales. Donc, c'est pour cela, effectivement, que pendant cette période-là, pendant toute notre vie, on a ces phénomènes de plasticité cérébrale qui nous permet au cerveau de s'adapter et de changer en fonction de l'expérience, garder en mémoire certains phénomènes et pouvoir avoir des comportements qui sont plus faciles, on va dire. Si là, on imagine que sur la gauche, on a un cerveau, je cherche les pointeurs, un cerveau de quelqu'un qui doit apprendre à aller en vélo. Après un certain temps, l'apprentissage, ça va être le cerveau de la personne qui aura appris à faire du vélo. Donc, vous voyez, il y a des connexions qui se sont créées, des neurones qui vont se spécialiser pour cette fonction. Bien évidemment, pendant cette phase du développement, de 0 à 20 ans, on va dire, lorsque notre cortex préfrontal il a atteint maturation, il y a des fenêtres temporelles de maturation, de plasticité, dans lesquelles certains apprentissages doivent être acquis. Donc, je vous dis cela parce que c'est vraiment crucial, à mon avis, de se dire qu'est-ce que ça va être l'effet des écrans lorsque notre cerveau il est en train d'apprendre, lorsque notre cerveau il a besoin d'atteindre certaines compétences et certaines habiletés. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que toute activité répétée induit des changements au niveau cortical, au niveau du cerveau. Donc, à votre avis, si... Je ne sais pas combien de temps, on va dire, on est sur les téléphones chaque jour. On peut donner un... Bon, après, j'ai les questionnaires, on va voir si ça correspond à 3 heures sur les téléphones chaque jour. Plus? Oui? Ils disent, donc, il y a des études qui disent que chaque 3 minutes, on prend les téléphones. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que ça va induire des changements, du coup, de ce que je vous ai dit? Oui. Tout induit des changements. Je suis chauffeur de taxi. Je l'ai fait pendant 20 ans. Mon cerveau va se spécialiser. J'ai cette région-là en bleu, que c'est l'hippocampe, spécifique pour la mémoire spatiale. Je vais avoir un super hippocampe aussi. Je me spécialise et je deviens chauffeur de taxi. Les mêmes choses si je joue un instrument. Si j'apprends à jouer un instrument, au début, c'est très difficile. On n'est pas né avec les violons et donc on doit apprendre. Une fois qu'on a appris la connaissance, les zones qui traitent la motricité vont être plus développées. Même chose, ça c'est très positif parce que c'était une étude qui était faite chez la personne âgée. Donc ça nous laisse de l'espoir même aux plus adultes. Donc en fait, c'était 2 groupes. Des personnes en maison de retraite, donc ils avaient déjà 80 ans. Un groupe faisait du tapis roulant chaque jour, donc en activité physique très speed, très cardio, et l'autre groupe faisait du stretching, donc juste des étirements. Ce qu'ils ont vu, toujours de l'hippocampe, cette région qui traite la mémoire, ils ont vu qu'après 1 an, les gens qui avaient fait les tapis roulants chaque jour, ils avaient une augmentation du volume de l'hippocampe. Donc, vous le voyez là, c'est la courbe en bleu. Donc, il y a une augmentation du volume de matière grise. Donc, ce qui nous dit qu'il faut se mettre au sport, du coup. Même chose, on subit une amputation, j'ai plus mon bras, j'ai plus ma jambe. Mon cerveau, il n'a plus besoin de contrôler cette partie de mon corps. Et du coup, le cerveau se réorganise et une autre région va prendre la place de la région qui était amputée. Et du coup, on va au cœur de ce que je voulais vous parler aujourd'hui sur les effets des écrans sur notre cerveau. On va voir un peu ensemble, un peu en revue
de la littérature, même si je pense qu'avec déjà cette petite introduction, je n'aurai pas du mal à vous convaincre qu'on va voir des effets importants, j'imagine. Donc, on va voir les effets. J'ai dit sur notre cerveau, mais quand j'ai dit cerveau, j'ai dit, oui, au niveau neural, mais aussi cognitif. Donc, qu'est-ce que sont les effets au niveau de la cognition, du langage, de l'attention, de nos compétences sociales qui sont si importantes pour nous, pour naviguer dans notre monde. Et aussi, je vais terminer avec une partie dans laquelle j'espère que vous me donnerez aussi des conseils sur quoi faire, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc là, j'avais une petite vidéo à vous montrer. C'était une expérience qui était faite. C'est un phénomène mondial qui interpelle la communauté scientifique. Quel sera l'impact à terme de la consommation à outrance des écrans, téléphones, tablettes? Imaginez le paradoxe. Les dirigeants d'Apple, Google ou encore Twitter ont eux-mêmes interdit l'usage des nouvelles technologies à leurs enfants par crainte des effets néfastes sur leur développement. Les scientifiques, en tout cas, désormais multiplient les alertes face à cette addiction. Illustration concrète ce soir avec cette expérience menée en Angleterre dans 4 familles. Grand format signé Loïc Delamornay et Anto Filippi. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. » Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leur toilette, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage, qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, de nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures. C'est un... Donc, voilà, peut-être c'est
c'est des cas c'est un peu provocateur. C'est sûrement des cas peut-être extrêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous sentez que... Quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Je lui passe le micro. Hein. Oui. Oui, bonjour. Donc, nous, on a été confrontés à ce problème, justement, avec notre fille aînée. Et c'est vrai qu'on l'a puni un été complet de son téléphone portable et ça a été des limites des crises de nerfs. Donc on a dit tant pis, on va tenir et au bout des 2 mois, malgré tout, elle nous a dit ça m'a fait du bien, en fait. Parfait. Et maintenant, du coup, est-ce qu'elle arrive à mieux gérer les temps de téléphone, de portable? Là, elle s'en sert aussi pour son travail maintenant, oui. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus ouverte, on va dire, au monde extérieur et à sa vie sociale, en fait. Voilà. Très bien, merci d'avoir partagé. Quelqu'un d'autre qui a une expérience partagée? Non. Oui, on parle un peu d'addiction, effectivement, parce que, en fait, c'est qu'on reçoit lorsqu'on regarde les écrans, lorsqu'on se focalise sur quelque chose comme une vidéo, un jeu vidéo, les portables, en fait, ça nous donne une petite récompense. Donc, du coup, on est toujours à la recherche de ces moments de plaisir, on va dire. Mais on verra ensemble qu'effectivement, ces moments de plaisir, c'est un peu entre guillemets, parce qu'on aura toujours besoin de plus pour atteindre les mêmes résultats. C'est un peu comme si vous avez une addiction à quelque autre chose. Donc, bien évidemment, on l'a évoqué, on utilise les écrans pour différents raisons, donc professionnelles, mais aussi des usages récréatifs. Donc, on verra aussi que malgré tout, les enfants, les ados, ils vont utiliser les écrans surtout pour des usages récréatifs, donc la télé, les tablettes, les jeux vidéo. Donc, du coup, la question importante qui s'impose et que tout le monde demande, en fait, scientifique, est-ce que du coup, combien de temps? Si je peux être un peu provocatrice, je vous dis, je vous pose la question, ça serait un peu comme poser la question, si on regarde ce qu'on a vu jusqu'à là, combien de cigarettes il faudrait fumer chaque jour pour être bien? Un peu, c'est la même question. Oui. Aussi, oui, sûrement. Sûrement, oui. C'est de très bonnes observations. Et le contenu. Pourquoi le contenu? Oups, attention. On demande une personne plus jeune pour le micro. Moi, je suis mère de 2 enfants. Oui. Et dans le cadre de mon travail, je vois de plus en plus en tant qu'orthoptiste de problèmes justement liés aux écrans. On en parlera cet après-midi justement. Et en fait, je me rends compte que faut pas non plus tout diaboliser. On va pas dire au écran parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est impossible. Et quand je dis le contenu, c'est sûr que vous avez des documentaires qui peuvent être assez intéressants pour l'apprentissage des enfants. C'est juste ça que je veux dire. Après, il faut limiter, je pense, le temps et en parler après avec eux. Pour le contenu, quoi. C'est ça que je voulais dire. On peut leur montrer des écrans qui peuvent être intéressants, mais pas tout. Il y a de tout, quoi, sur Internet. C'est vrai. Donc, on va dire
la modération des parents et du coup partager ces moments d'écran. Donc je vous montrerai du coup des résultats justement sur cet aspect-là. On va y revenir tout à l'heure. Si vous permettez, oui, j'ajouterai à quel moment de la journée. Oui, parce que très nous, important. médecins généralistes, on constate des obésités et on a fait la relation. On voit la vie de tous les jours au quotidien. La vie de terrain, c'est quoi? Ben, c'est des enfants qui mangent avec un écran sur la table et voilà. Donc c'est un gros problème. Ils ne savent même plus ce qu'ils mangent. Et il y a peut-être une relation, même c'est sûr, entre l'obésité et l'usage des écrans. Sûrement, surtout que en fait, oui. Je disais qu'il a été mis en relation qu'avoir un écran dans sa chambre favorise la survenue de l'obésité, que ce soit adulte ou enfant. Un écran dans la chambre veut dire risque de surpoids majoré. Donc après, le temps passé devant l'écran veut dire moins d'activité physique, mais ça, je pense que tout le monde s'en rend compte. Le débat est ouvert parce qu'il y a aussi des problèmes d'insomnie que nous rencontrons avec des réveils très difficiles et beaucoup d'enseignants sont à même de témoigner que l'attention des élèves le matin est très difficile parce qu'il y a très peu d'heures de sommeil. Très bien, je suis contente. Vous pouvez faire l'intervention avec moi, vous savez tout. C'est bien, c'est vrai. Effectivement, on verra des données sur les effets d'avoir un écran dans la chambre, bien évidemment, parce que qu'est-ce que va nous induire de regarder la télé juste avant de s'endormir? Pas bien. Et aussi sur l'effet, la différence entre du contenu éducatif qui peut être délivré par la télé ou par une personne. Oui. Le contrôle parental pour les adolescents qui vont maintenant sur YouTube, voilà. Même si vous mettez un contrôle parental, il y a toujours des petites choses, des petites pubs, des petites choses que l'enfant pourra quand même avoir, qui peuvent être des images ou des données qui ne correspondent pas à leur âge, même si un contrôle parental est présent lors de l'utilisation de ces écrans. En tout cas, dans la mesure du possible. Hein, j'ai bien conscience du rythme de vie et tout ça, mais le contrôle parental ne fait pas tout. Malheureusement, il y a toujours... Ils arrivent toujours à mettre des petites choses derrière. Et voilà, donc il faut quand même être vigilant. Et comme vous disiez... parler avec son enfant. Et c'est vrai que le mieux de tout ça, c'est quand l'enfant est présent, n'utilise pas ça dans sa chambre, mais plutôt, et encore une fois, je sais que la vie familiale, plutôt dans le salon, pour pas être seul, scotché sur son écran, et avoir toujours cette interaction, et vous, un peu ce contrôle. Voilà. Après, voilà, il faut mettre ça dans la vie actuelle et dans le rythme de vie. Et du coup, voilà, on aura les réponses au questionnaire, mais est-ce que vous pensez que la plupart des enfants adolescents regardent les écrans tout seuls ou accompagnés? Ouais. Être dans leur bulle. C'est ça. Oui, ils préfèrent être coupés du monde et être dans leur bulle à eux. C'est ça le problème, oui. On verra ça ensemble. Du coup, quand même, je commence par les temps parce que, donc, en tant que scientifique, on commence par segmenter les problèmes de façon simple. Donc, on va regarder, donc, du coup, les temps. Donc, comme premier aspect, donc effectivement, beaucoup, donc dans la presse, on nous dit que c'est pas effectivement l'usage, c'est pas les temps, mais c'est plutôt l'usage qu'on fait. Mais on verra que l'usage entre guillemets intellectuel est vraiment très limité en temps. En fait, si on regarde déjà des enfants entre 0 et 2 ans, ils regardent 42 minutes par jour les écrans. Lorsqu'on verra ensemble que l'Organisation mondiale de la santé préconise 0. Donc,
Entre 2 et 4 ans, ça va faire 2h40, presque 3 heures entre 5 et 8 ans. Et ça augmente dans l'adolescence, donc jusqu'à presque 8 heures par jour, de 7h30. Ça fait beaucoup. Donc, si on regarde les usages, bien évidemment, les usages changent au cours du développement. Donc, bien évidemment, on a une grosse partie qui concerne la télé, qui va être très important, surtout à l'adolescence, mais voilà, ça va être les écrans les plus utilisés. Les jeux vidéo qui augmentent dans l'adolescence, comme les réseaux sociaux et l'effet de surfer sur les web. Lorsqu'on regarde les usages créatifs, quand je dis usage créatif, ça peut être tout ce qui concerne faire une recherche pour approfondir un sujet qui était traité à l'école, etc., faire une analyse. Donc, ça représente les 3% du temps. Donc, effectivement, tout ce qui pourrait nous apporter des informations et des éléments importants, donc c'est assez limité. Donc ça, c'était une comparaison du récréatif versus scolaire chez des préadolescents. Donc, vous voyez, la plupart du temps, 13 fois plus de temps, les préadolescents passent dans des usages récréatifs et les adolescents, 7 fois et demi plus que les scolaires. Donc, si on met tout ça ensemble, donc entre 2 et 17 ans, donc on va dire qu'en moyenne, on regarde presque 5 heures les écrans par jour, tous écrans confondus, que ça va nous faire 1700 heures par an. Donc, ça correspond à un emploi salarié à plein temps, effectivement. Donc, au total, ça va nous faire 32 ans scolaires. Donc, c'est beaucoup plus de temps que passe à l'école. Donc, vous imaginez que les effets que tout ça peut produire sont vraiment importants. Donc, après, bien évidemment, il y a, comme on disait, on peut en faire une utilisation créative, on peut faire des apprentissages, on peut apprendre des choses avec les écrans. Donc ça, c'était une étude qui était menée chez des enfants éthiopiens, donc pour leur apprendre à lire et écrire. C'était un programme sur les tablettes. Donc, bien évidemment, les médias, ils aiment prendre ce type de résultats quasi scientifiques, parce que aussi, il faut se rappeler que pas tous les résultats scientifiques sont toujours fiables. On a des revues, des journaux moins ou plus importantes. Donc, il ne faut pas tout prendre. Et du coup, voilà, pour les médias, on peut apprendre tout seul avec une tablette. Donc, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est que les résultats, effectivement, si on lit l'article scientifique, on voit que oui, il utilisait plus les tablettes, mais c'était spécialement pour des jeux vidéo, pour la musique, pour des vidéos. La même expérience a été faite en Espagne, donc Barcelone. Donc, ce qu'ils avaient vu avec ces programmes éducatifs sur tablette, au final, il y avait des compétences qui étaient diminuées en linguistique, donc en catalan, espagnol, anglais, mais aussi mathématiques. Donc, ça n'avait rien apporté, ces programmes éducatifs sur tablette. Ce qu'on pourrait essayer. Alors, est-ce qu'il y a un temps maximal qu'on pourrait s'accorder pour être sur les écrans? Que vous en pensez? Qu'est-ce que vous jugerez un temps maxi par jour? C'est compliqué comme question. On a entendu 3 heures. 3 heures? Pas avant 3 ans, oui. Oui. Tout à fait. Je vous laisse poursuivre. Je ne disais pas avant 3 ans. Et puis attention avant 6 ans. Mais avant 3 ans, que ce soit le téléphone de maman, de papa, attention, hein, ça stimule une zone du cerveau qui
Je pense que vous allez en parler. Oui, dites, j'aime compléter. Donc, ça stimule une région du cerveau qui s'appelle le noyau accumbens et qui sécrète la zone de la récompense, en fait. Donc, ça sécrète des opioïdes, donc opioïdes. Et c'est la même zone qui est stimulée quand on boit de l'alcool, quand on prend de la cocaïne. Que le jeune enfant, lui, n'a pas la possibilité de réguler ça. Et donc, quand il est stimulé par cet écran où il reste hypnotisé, parce que c'est le cas, eh ben, il n'y a pas cette distance qu'il peut mettre à l'écran vis-à-vis de ça. Donc, attention. Et quand vous arrêtez, en fait, un enfant qui est devant son dessin animé, et vous arrêtez le dessin animé, il se met dans tous ses états, c'est pas un caprice. C'est pas, c'est pas possible, il accepte pas, en déterminé, puis il n'était pas d'accord. Non, c'est vraiment de la dépendance, c'est un manque là qu'il exprime. Donc, voilà, donc avant en salle d'attente, pensez à prendre le petit dinosaure, la petite voiture, la petite poupée, la petite licorne, ça va autant le distraire que votre téléphone. Voilà. Et aussi, une chose que c'est très important pour le cerveau et que c'est très bien, c'est que c'est mieux de s'ennuyer que regarder un écran, en fait. Ça permet à notre esprit d'imaginer ou d'essayer de réfléchir, en fait. Lorsqu'on est devant un écran, en fait, ça va nous capturer notre attention et notre cerveau, il se met un peu en pause cognitive. On n'a rien à faire, en fait. Je voudrais juste vous interrompre 30 secondes parce que celle qui intervient souvent, c'est le docteur Sandra Vanotti, c'est une pédiatre de la ville et on la remercie de sa présence. Merci. Merci. Donc, du coup, c'est qui avait dit 3 heures par jour? C'était lui. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur les 3 heures par jour? C'est bien si les jeunes peuvent prendre la parole aussi. Quand et pour faire quoi? Oui. Par exemple, pour travailler et en même temps pour se divertir. À peu près le même temps. Donc 1h30 pour le travail scolaire et 1h30 pour les loisirs, on va dire. Et quand, du coup... Bon, c'est vrai que si on utilise, si on faisait une autre activité 3 heures par jour comme les écrans, on pourrait devenir, je ne sais pas, sportif de haut niveau, je peux apprendre le russe, je peux mieux parler le français. C'est clair que c'est beaucoup de temps. Donc, il y a des études qui ont regardé spécifiquement la relation entre les écrans et la réussite scolaire. J'imagine que vous pouvez imaginer déjà les résultats. En tout cas, on va regarder typologie d'écran par écran. Donc, on commence par la télé. Donc, ici, à gauche, vous avez la référence. Donc, les enfants qui ne regardent pas la télé entre 5 et 15 ans. Donc là, ça va être une espèce rare, j'imagine. Mais en tout cas, on regarde la probabilité de sortir du système scolaire sans qualification. Donc, cette probabilité augmente de façon significative si on regarde même juste 1 heure de télé par jour. Probabilité aussi d'avoir un diplôme universitaire à 26 ans. Donc, avec 1 heure d'écran par jour, 1 heure de télé par jour, ça nous diminue cette probabilité de sortir à 26 ans avec un diplôme. Si on regarde les jeux vidéo, donc là, on a l'association entre le fait d'avoir des très bonnes notes et le temps qu'on va consacrer aux jeux vidéo. Donc, on voit qu'à partir entre 1 et 3 heures par jour, ça va diminuer, ça va réduire presque de la moitié la probabilité d'avoir des bonnes notes à l'école.
Les réseaux sociaux, donc pour les réseaux sociaux, il y a des études un peu contradictoires. Donc pour certains, oui, c'est bien parce que ça favorise la connexion sociale, ça favorise l'effet d'être en lien avec les autres. Et déjà, je sais que je suis pour les jeunes d'aujourd'hui, cette diapo, elle est déjà vieille parce que mes étudiants déjà me disent que Facebook n'est plus utilisé. Donc, je dois mettre à jour ma diapo. Mais du coup, donc, ce sont des études un peu contradictoires. C'est que ces réseaux sociaux sont pas très bien, c'est pour la comparaison sociale. Et moi, je les vois sur moi. Moi, je suis encore sur Facebook. Donc, je suis une vieille personne. Mais du coup, je regarde Facebook. Je regarde peut-être les soirs. Et je passe ma soirée à regarder mes amis qui ont été à Seychelles, l'autre qui a fait un super voyage, l'autre qui a acheté une super maison. Et donc, ça, c'est la comparaison sociale que ce type de réseaux sociaux vont nous induire à faire. Donc, que c'est pas bien. Et aussi, une autre chose importante de ce type de réseaux, mais aussi de tout type d'écran, que c'est important, c'est le fait qu'il n'y a pas de limites. Okay? Je lis un livre, je lis un roman, j'ai la page fin. Je me mets sur Facebook le soir à voir qu'est-ce que mes amis ont fait. Il n'y a pas de fin. Je peux rester autant de temps que je veux, il n'y a pas la page fin. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect. Concernant les smartphones, donc là c'est intéressant parce qu'on regardait les temps d'usage enregistrés. Donc, par exemple, là, c'était enregistré presque 4 heures par jour. On a une perception que ce n'est pas tout à fait correspondant à la réalité. Donc, on passe presque 4 heures par jour et on pense d'y rester que 3 heures. Donc déjà, il y a une distorsion temporelle. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous avez des... Pardon? Oui, la culpe. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Donc, du coup, on est focalisé sur quelque chose et on perd tout repère contextuel. Ça, c'était aussi sur les classements. C'est moi? Voilà, donc ça, c'était les classements. Donc, les temps en heures par jour. Donc, pareil, comme on avait vu pour la télé, plus on y passe du temps, et plus notre classement scolaire va être diminué. Et là, on avait regardé effectivement les concours de médecine, donc en considérant que environ les 18% sont admis à ces concours. Et déjà à partir de 2 heures de smartphones par jour, ça augmentait de façon significative le pourcentage de ne pas réussir les concours. Les écrans dans la chambre, donc on l'avait évoqué sur le fait qu'effectivement, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée parce que du coup, notre système nerveux va être... donc c'est le moment où on doit se coucher, on doit avoir plus de lumière, on ne doit pas avoir de stimuli visuels. Et là, on a une lumière très forte qui va réactiver notre système nerveux. Donc, c'est comme si, voilà, c'est le moment de dormir, mais en même temps, je réactive avec de la lumière, avec des images, mais mon cortex visuel qui, du coup, va pas faciliter l'effet de s'endormir. Du coup, effectivement, ça peut réduire les heures du sommeil, ça peut retarder les endormissements. On y reviendra après. Là, c'était concernant les capacités scolaires. Donc, vous voyez que l'effet d'avoir un écran dans la chambre va augmenter les difficultés en mathématiques et aussi en rédaction.
en écriture et en lecture. Donc, des enfants qui ont plus de problèmes dans ces aspects-là. Donc, les données que je vous montre, ce n'est pas juste une étude qui a montré ça. Et voilà, souvent, je reprends ces études des méta-analyses. Donc, ça veut dire qu'il y a des centaines d'études qui ont montré la même chose. Après, on met tout ensemble. Et ce qu'on voit globalement, c'est synthétisé ici, plus de télévision et jeux vidéo, et sûrement directement lié à moins de succès académique. Donc, du coup, on pourrait se dire, vis-à-vis des résultats que vous nous avez proposés, peut-être 30 minutes, ça pourrait être un bon compromis. Est-ce que les jeunes seraient disposés de faire 30 minutes par jour maximum? Est-ce qu'ils pourraient négocier? Non? Non? Combien de temps? Oui. Je dirais que 30 minutes, ça serait... Allô? Allô? Ouais, c'est bon. Je dirais que en fait, 30 minutes, ça dépend en fait, selon par exemple le degré scolaire de l'élève ou de l'enfant. Par exemple, un élève de CP, 30 minutes, ça peut être relativement beaucoup. Alors que je vois par exemple un collégien ou même un lycéen ou encore à la fac, là, demander que 30 minutes d'écran, c'est complètement impossible. Rien que 30 minutes, pour moi qui suis en licence graphique, 30 minutes, c'est même pas ma recherche de référence pour pouvoir faire un projet. Donc je ne peux pas me permettre de faire. Mais ça, effectivement, ça serait un usage professionnel, on va dire. Même à titre récréatif, par exemple. Oui. Je sais pas, On n'a pas le temps même pas de se connecter. c'est pas possible. Après, ça dépend du type de jeu qu'on a. Par exemple, moi, je me place dans un côté de récréation quand je fais du jeu. J'ai aussi des jeux à titre compétitif que je fais pas mal aussi. Oui. Mais dans un titre de récréation, c'est comme demander à un enfant, est-ce que tu veux faire du foot que pendant 30 minutes? Il va te dire, bah non, si je peux y rester l'après-midi, j'y reste l'après-midi, ça revient au même en fait. En vrai, il a pas tort, parce que moi qui fais plus de 30 minutes sur un écran, ça revient au même que si je faisais, exemple, 30 minutes trottinette, ça fait rien. Enfin, moi, j'arrive à équilibrer, mais d'après moi, il y a... Bah, j'ai pas... Enfin, 30 minutes, c'est trop court. Ouais, j'ai l'impression que c'est illusoire beaucoup, 30 minutes. C'est beau, c'est très court. Mais je vous confirme que... Oui. 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 Capacité musculaire en plus. Comment? C'est pas suffisant. J'ai pas entendu la suite alors. Je comprends. Je disais juste que la comparaison pour moi voilà. Jouer aux échecs, ça va stimuler ton cerveau différemment. Oui. Et tu vas être dans l'interaction avec quelqu'un. Ah, quel est... Mais en fait, on les verra ensemble. C'est vrai, ça va stimuler notre cerveau, mais peut-être dans des zones... Je voudrais juste intervenir pour demander ta position sur les jeux en ligne. C'est-à-dire, vous jouez en groupe à distance, même si vous êtes fils unique, vous avez toujours vos frères et sœurs qui sont sur l'écran et qui jouent sur le même jeu en même temps. Tu peux m'en parler ? Alors, ça dépend. Ça, par exemple, ça va être plus dans tout ce qui va être des jeux massivement multijoueurs en ligne, genre par exemple des Warcraft ou ce genre de choses. Moi, je suis plutôt dans le vraiment compétitif du terme, où une équipe de 5, le but c'est de rouler sur l'équipe adverse et de dégommer tout le monde. Mais je vais pas utiliser des termes techniques parce que sinon je pense que je vais perdre 90% du monde. Mais en gros, c'est déjà il y a une source d'interaction sociale, je trouve, avec ça. Et c'est prouvé que, par exemple, certains joueurs ou de jeux vidéo à titre compétitif ou même à titre plus régulier dans le sens où je veux juste m'amuser, peuvent avoir des réflexes ou des acuités visuelles qui peuvent être sur certaines choses plus précises
qu'une personne qui ne va pas avoir cette activité-là. Par exemple, un pilote de F1 va avoir un meilleur temps de réaction qu'un conducteur lambda. Et là, ça peut être pareil pour un pratiquant de jeux vidéo. Il peut avoir une acuité visuelle peut-être sur certaines choses à l'écran qui va être meilleure que quelqu'un qui est juste là pour regarder une vidéo ou ce genre de choses. Il faut prendre en compte les compétitions. La majorité des compétitions de jeux vidéo, on ne prend pas une personne sur comment elle sait bien jouer, mais plutôt sur ses acuités sur ses réflexes, voilà, acuité visuelle, parce que on est là pour des compétitions, on est là pour jouer comme en F1, et donc du coup, il faut avoir un minimum de réflexes. Si on n'a pas ces réflexes, on a milliers de, enfin, pas des milliers d'années, mais milliers d'heures sur le jeu, ça change rien. Mais ça change rien à quelqu'un qui aura toujours des réflexes de naissance qui sont innés, qui sont, voilà. Oui, effectivement, en fait, le cerveau va être stimulé sur certaines capacités cognitives. Donc là, on parle des visions. Donc la vision, c'est la fonction cognitive la plus sensorielle, la plus simple dans quel organisme vivant il voit. Mais du coup, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette acuité visuelle dans la vie de tous les jours? Est-ce que développer une super acuité visuelle, qu'est-ce que va m'apporter? Oui. L'acuité visuelle n'a rien à voir avec ça parce que c'est anatomique, donc c'est en fonction de la taille de ton œil. Donc c'est pas en faisant des jeux vidéo que tu vas développer ton acuité visuelle. Si tu as un problème de réfraction, il te faudra seulement des lunettes. La seule chose, il est vrai, pour les joueurs à très haut niveau, comme pour les pilotes de Formule 1, et là je suis d'accord avec toi, il y a des moyens de stimuler. Ça va être pour stimuler tout ce qui est repérage, coordination, mais ça ne te développe pas ton acuité, ça te développe seulement ta rapidité visuelle. Et encore une fois, il faut le stimuler d'une certaine façon, et les grands joueurs vont souvent faire appel à certains orthoptistes qui sont formés sur ça pour stimuler, mais ton acuité n'a rien à voir là-dedans. Et justement, j'en parlerai à la table ronde cet après-midi. Le fait d'être sur un écran, tu clignes beaucoup moins des yeux. Ça crée énormément de sécheresse oculaire. Ça travaille également sur ton accommodation. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants et de plus en plus jeunes qui portent ce qu'on appelle, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu vulgaire comme mot, mais c'est des lunettes de repos. C'est des lunettes de repos pour seulement soulager ton accommodation, qui, il y a quelques années en arrière, on n'en avait pas l'utilité. Et donc, on voit de plus en plus dans les cabinets des enfants qui se plaignent de maux de tête, de fatigue visuelle. Nous, les orthoptistes, il y a quelques années en arrière, on avait très très peu de patients. On en a de plus en plus, et encore plus depuis le confinement, parce que ça a augmenté énormément le temps d'écran. Mais ça ne changera pas sur ta vision. Et nous, on a tendance à dire, les parents, souvent, quand ils arrivent, ils nous disent dites que ça fait quelque chose. Ça n'a pas un impact. Ça révèle votre inconfort. Donc voilà. Donc je suis pas trop d'accord avec lui sur l'acuité visuelle. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis d'accord. Ce qui va développer, donc on va dire, on joue 3 heures par jour à, je sais pas quoi moi, Super Mario, je ne sais pas. On va. Mais souvent, moi, j'utilise plus. Il faut que je me mette à jour. En fait, je vais améliorer mes capacités de coordination, donc ce que tu appelles le réflexe, voilà, peut-être l'effet de pouvoir mieux... Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que notre cerveau il a besoin vraiment d'être, au moins qu'on fasse une profession qui a besoin de ça? Je suis un pilote de Formule 1, donc du coup, il faut que je sois précis, coordonné, etc. Oh, qu'est-ce qu'il a besoin, mon cerveau, pour aller bien? Parler, manger, et surtout, ce que j'ai dit au début, on a besoin des autres, on a besoin d'être avec les autres, avec des interactions. Donc, oui, ils ont des interactions par les jeux en ligne, et ils se retrouvent des amis de partout. Je suppose qu'ils ne sont pas forcément distraits. Ouais. Moi, par exemple, je vois à l'époque où je jouais à des jeux qui étaient beaucoup de joueurs sur un même serveur.
Ouais. On avait ce qui s'appelait des chefs de raid pour faire certaines missions ou des choses comme ça. Ça, c'est des jeux qui peuvent avoir, par exemple, apporter quelque chose qui est vraiment utile dans le monde professionnel. Parce qu'un chef de raid qui doit manager 200 personnes, vous doutez bien qu'il va apprendre certains codes de gestion qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours ou ce genre de choses. Il y a aussi des compétences professionnelles qui peuvent être apprises au travers de ce biais-là. Et pareil, il a besoin d'interaction. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on est en interaction permanente en fait. On fait que communiquer tout le temps, on fait que se parler. Et même quand on n'est même pas concentré dans le jeu et que juste on discute entre nous, on discute de tout. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça, machin et tout. C'est vraiment juste le mode d'interaction qui change. Mais on a quand même des interactions sociales. Oui. Des interventions. Oui et non, parce que c'est des personnes physiques qu'on a en face, non? Ils se parlent. Oui, mais virtuellement, peut-être il y a l'image. Mais bon, après, on peut pas. C'est vrai que ça apporte des choses. Maintenant, j'aimerais bien savoir combien de temps tu joues et qu'est-ce qui fait qu'il dit que tu t'arrêtes? Comment tu arrives à t'arrêter dans ton jeu, en groupe? Comment vous arrivez vous arrêter à un moment donné? Moi, je trouve que ça dépend vraiment des personnes. En fait, il y a des personnes qui vont décider que ils doivent s'arrêter parce que le jeu commence à leur prendre la tête, parce que on n'est plus dans on n'est plus dans le monde récréatif. Là, on commence à vraiment s'énerver, etc. Donc, ça sert plus à rien de jouer. Donc, il y a des gens qui peuvent s'arrêter à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui s'arrêtent parce que demain, ils ont une obligation, il commence à être tard. Donc, du coup, le temps qu'ils se préparent pour aller au lit ou ce genre de choses. Moi, dans ma pratique des jeux vidéo, ça dépend. Il y a une époque où j'étais vraiment à fond dans la pratique et je suis arrivé à des niveaux quasiment professionnels, où là, j'étais vraiment avec un emploi du temps, avec 10 heures de jeu par jour. Et j'avais des pauses dédiées, en fait. Enfin, je dis 10 heures de jeu par jour parce que c'est une moyenne, en fait. Mais on avait des jours où on pouvait jouer 10 heures et des jours où on avait beaucoup moins de temps de jeu, où on avait des séances de sport qui étaient prévues pour qu'on puisse quand même garder une activité, etc. Donc après, ça dépend des personnes. Moi, maintenant, je suis plus dans tout ce qui est analyse et coaching au niveau des jeux. Donc, je vais quand même continuer à jouer. Je vais jouer 3-4 heures par jour, vraiment de manière professionnelle. Peut-être 2 heures en plus avec mes amis pour garder une interaction ludique. Mais moi, je sais que ma limite, ça elle est là où quand je commence à vraiment trop fatiguer, ou alors quand j'en ai juste marre, j'arrête et puis c'est tout. La parole à notre orthophoniste en chef. Alors moi, je voudrais juste intervenir par rapport aux enfants. Effectivement, le besoin d'interaction, il est aussi pour les enfants qui ont besoin d'interaction dès la naissance et pendant tout leur développement. L'interaction, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être aussi le regard, la mimique, le langage, le jeu, les câlins. Voilà, tout ça, les chatouilles, tout ça, voilà, rire avec son enfant. J'y reviendrai ce soir pendant la table ronde. Mais ça, c'est très, très, très important pour eux, en tout cas. Voilà, au moins pour les enfants, pour les tout petits. Voilà. Je crois que notre psychologue voulait intervenir aussi. Oui. Notre psy. Merci. Donc, Marion Delecrouzet, je suis psychologue en libéral à INSTRE. Je voulais rebondir sur les compétences transférables. Les compétences acquises lors des jeux vidéo. En effet, je vous rejoins sur l'idée qu'elles sont difficilement transférables dans le quotidien. Sauf que je pose la question depuis de nombreuses années aux enfants que je reçois, des métiers qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands. Et on est passé de façon très stéréotypée, de footballeur ou maîtresse d'école à youtubeur ou joueur professionnel. Et là, nous avons un vrai problème, parce que ces carrières-là, qui en effet font rêver, justifient pour les enfants de jouer. Et c'est ce que disait le jeune homme en disant « je jouais », tu as dit « je joue de façon professionnelle ». Et vraiment, ça nous interpelle en tant qu'adultes, à quel point on ne fait pas rêver les enfants sur les métiers qu'on peut leur proposer, et où, du coup, le jeu vidéo devient un avenir, devient un refuge. Et alors ça, on en parlera cet après-midi, du pourquoi je joue et du pourquoi je préfère jouer, et pourquoi je crois que c'est si important dans ma vie, et pourquoi j'en suis persuadée. Donc là, on a vraiment un travail aussi, en tant qu'adulte, d'aider à projeter quelque chose de l'ordre du réel. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est pour ça que dans la dernière partie de mon intervention, je voudrais discuter avec vous sur des propositions de quoi faire d'autre. Parce que si on veut essayer
diminuer ces temps de jeu ou ces temps d'écran. Mon organisme ne peut pas. Et c'est la même chose pour les jeux vidéo ou pour tout type d'écran. Même si je l'aime, même si je l'adore, je ne peux pas faire 100 heures dans une semaine. C'est pour les mêmes principes. On sait bien réguler la satiété, donc j'ai plus faim. Mais pour les jeux vidéo, effectivement, c'est différent, comme pour tout écran. Et moi, j'ai un enfant des CP et une grande section. Je peux les dire que si je laisse la patrouille, je ne sais pas quoi, à la télé, 30 minutes, ce n'est pas suffisant, c'est sûr. Ils peuvent rester 3 heures. C'est clair. Et moi, je peux travailler, je peux finir ce que je n'ai pas fait au travail. Alors, nous avons encore une petite intervention. Oui. Je voulais dire aussi que peut-être que ce monde virtuel permet d'échapper des fois à la vie réelle et que ça permet de se construire une identité, ça permet de se construire un personnage et de gommer un peu nos défauts, voilà. Donc des fois je pense qu'il y a beaucoup de gens pour échapper à leur vie compliquée aussi. Ils se réfugient dans ce monde-là où ils peuvent se créer une identité, ils peuvent créer un artifice où ils peuvent se développer et se sentir mieux. Juste une petite remarque encore. Oui. Moi, je pense que comme alternative aux écrans, ce qui peut être bien, c'est faire un sport en club, par exemple le foot ou le hand, des trucs comme ça, parce que ça peut en même temps éveiller des réflexes et avec une communication. Très bien, très bonne alternative, le sport. Sport collectif. Justement, par rapport aux 30 minutes, j'ai 2 filles et l'une d'elles, quand elle était en CM1, la question s'était posée en classe, combien de temps vous passez sur les écrans? Elle a pris la parole et elle a dit, je passe 30 minutes, et elle n'a pas fini sa phrase. Tout le monde a dit, mais 30 minutes, c'est tout, c'est vraiment pas beaucoup. Et elle n'a pas osé dire qu'on l'autorisait à être sur les écrans. Alors, je ne parle pas de la télévision, c'est encore autrement, mais sur les tablettes seulement. Seulement les jours où il n'y avait pas d'école. Et elle n'a pas osé le dire. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle est rentrée en 6e, on l'autorise à 1 heure par jour non scolaire. Et tout va bien, vraiment. C'est clair, je pense que c'est beaucoup les habitudes et la responsabilité effectivement des parents. J'en doute pas. Alors là, c'était concernant les devoirs. Donc, quelques petits résultats sur l'impact sur les devoirs. Donc, lorsque la console arrive, bien évidemment, donc on passe plus de temps sur la console et on passe de façon... En fait, le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on joue, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'il faudrait faire pour notre développement cognitif, pour notre plasticité cérébrale. Donc, on fait 14 minutes en moins de devoirs, qui va impacter du coup notre compréhension écrite, qui est diminuée par rapport aux gens qui n'utilisent pas la console ou qui n'ont pas la console, et une augmentation importante des difficultés scolaires. Donc, du coup, effectivement, c'est qu'on regarde donc, ce qui est pour prédire effectivement la réussite scolaire. On regarde beaucoup les quotients intellectuels, donc c'est un bon facteur. Mais aussi, les études remarquent la capacité de s'autoréguler, donc la capacité d'arrêter, par exemple, dans ces cas-là, de jouer un jeu vidéo, c'est encore plus importante que les quotients intellectuels. Donc là, je voulais aborder le sujet du sommeil. On a déjà un peu discuté sur les effets du sommeil. On sait qu'un manque de sommeil produit un tas d'effets négatifs sur des aspects différents de la cognition. Donc, notre mémoire, attention, créativité, etc. sont impactés sur nos émotions. Donc, du coup, plus d'agressivité, plus de désordre émotionnel, dépression, hyperactivité, impulsivité, donc tous des troubles du comportement et de l'attention.
Sur la santé, donc plus d'obésité, accidents, risques cognitifs sur le long terme. Donc effectivement, un bon sommeil, c'est les moments dans lesquels notre cerveau récupère donc, et aussi va stocker en mémoire les informations importantes de la journée. Donc, du coup, réduire ces temps, c'est vraiment un aspect négatif. Donc, du coup, ce que les étudiants ont vu, et vous avez déjà évoqué, donc on l'a déjà évoqué, qu'on a un sommeil écourté, donc l'utilisation des écrans pour les enfants et les adolescents a un impact négatif sur leur sommeil. Donc, ce qu'on observe, c'est un retard sur l'heure du coucher et un raccourcissement de la durée totale du sommeil. Lorsqu'on sait que le sommeil se base sur certains cycles, sur certaines phases profondes et non profondes du sommeil, et du coup, raccourcir ce temps-là, ça va énormément impacter nos capacités d'apprentissage, de retenir l'information. Donc, encore ici, ça c'était une grosse revue systématique de la littérature qui a mis en évidence effectivement que l'impact sur le sommeil, bien évidemment, c'est encore de plus important pour des écrans qui sont utilisés le soir. Donc, il y a cette association très forte et très cohérente dans la littérature entre l'utilisation des dispositifs médiatiques et une quantité de sommeil qui est inadéquate, donc qui est réduite. Et aussi, ça va impacter la qualité de notre sommeil. Du coup, on ne va pas faire tous les cycles du sommeil comme il faut et notre qualité de sommeil va être mauvaise. Et bien évidemment, moins de sommeil, parce qu'on va être plus fatigué dans la journée. De la même chose, donc ça c'était une étude aux États-Unis avec des enfants entre 0 et 17 ans qui montrait la même relation, donc le pourcentage de sommeil qui n'était pas suffisant et la quantité d'heures, donc les temps ici en bas, à utiliser des médias électroniques. Donc, et là, vous avez des âges différents, entre 0 et 1 et jusqu'à 14-17, là, les pointillés. Donc, vous voyez que, bien évidemment, ça semble logique, plus on utilise ces types d'instruments et moins on va dédier du temps au sommeil. Et ça, c'était les effets, effectivement, sur des usages qui sont surtout les soirs. Donc, là, c'était par rapport au fait d'utiliser des livres par rapport à des livres sous support médiatique. Donc, ça rejoint un peu la question du fait, est-ce que les contenus éducatif, est-ce qu'il peut apporter la même information qu'une interaction réelle avec un vrai livre ou avec une vraie personne qui est là pour nous expliquer? Donc, ces études elles montrent bien que, effectivement, la latence, ici, donc le temps qu'on met pour s'endormir va augmenter donc, de 25 minutes en moyenne. Si on utilise ces supports, si on regarde un livre sur un support vidéo par rapport à si on lit un livre sur un livre. On a des impacts émotionnels, donc des milliers d'études effectivement sur tout type de dysfonctions émotionnelles, donc dépression, risque de suicide. Et encore sans aller jusqu'à là, au fait d'aller moins bien, donc d'impacter de façon significative notre bien-être. Donc, c'est des effets subtils. Parfois, on ne peut pas les voir tout le temps. Là, c'était sur des adolescents entre 12 et 14 ans. Donc, effectivement, ces enfants-là, ces adolescents donc, qui utilisaient les écrans, ils avaient beaucoup plus de mots oubliés à des tâches amnésiques. Donc,
moins de capacité de mémorisation. Et ceci était associé aussi à un temps écourté de sommeil profond. Donc, la partie du sommeil qui, effectivement, nous permet de restaurer nos capacités, permet du repos, permet du nettoyage, on va dire, neural et du repos. On passe maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, on a déjà abordé un peu le sujet des écrans la nuit. Et... Oui. Merci. Moi, je voulais savoir s'il y avait des exceptions. Est-ce que dans ces études, on a pu voir des sujets qui jouent, qui regardent des écrans, et finalement, ça n'impacte pas leur sommeil, ou à partir du moment où voilà, on est confronté aux écrans, comme on étudie les comportements, il y a toujours une grosse variabilité, on va dire. Mais la chose importante, en fait, si on regarde, si on prend par exemple ici, donc vous voyez, il y a les points là, les carrés, c'est la moyenne. Et après, les barres, c'est les écarts types, donc c'est la variation. Donc, si on regarde, bien évidemment, il y a des gens qui regardent les books en ligne, on va dire, qui sont moins impactés par rapport à d'autres. Okay? Des autres sont beaucoup plus impactés. Là, il y a des gens qui mettent 30 minutes pour s'endormir et des gens qui mettent 20. Même chose pour les livres normaux. Donc. Mais la chose importante, que si on met ces gens ensemble, donc on essaie de faire une moyenne, on voit qu'il y a une différence significative entre les deux groupes. Oui, après, bien évidemment, je peux être plus ou moins impactée. Je vous demande ça parce qu'on est souvent... Enfin, moi, je reçois des enfants et des adolescents, ce sont toujours des cas exceptionnels. Ouais. Mais moi, je n'ai pas de problème, j'arrive à dormir. Voilà. Alors, en plus, mais tout le monde arrive à dormir. C'est voilà, juste le temps d'endormissement qui est retardé. Mais quand on parle de la moyenne des personnes, en principe, les personnes se sortent un peu du lot pour dire moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc, du coup, là, ce que je vois aussi sur vos lignes, c'est que même ceux qui s'endorment le plus avec le e-book, mettent quand même plus de temps à s'endormir que ceux qui s'endorment le plus longtemps avec le book. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais oui, dans tous les cas... C'est presque, oui, on pourrait dire, peut-être là, il y a une personne qui lit les livres et qui met 20 minutes, et il y a une personne avec les e-books qui met 20 minutes égales. Okay? C'est vrai. Mais c'est des cas uniques, effectivement. Donc, au niveau scientifique, on peut pas se baser sur des cas uniques, on ne pourrait pas en conclure, en fait. Mais après, oui, j'avoue que c'est clair. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. Les perturbations sont dues à des modifications cérébrales dont vous pouvez nous parler? Oui, bien sûr. Je les aborderai vers... un peu plus tard, mais oui, il y a des modifications au niveau de la plasticité et surtout des connexions cérébrales. Okay. Mais c'est vrai, je suis d'accord que chacun est unique. Après, si je dois choisir d'être dans le pourcentage des gens qui ont un risque majeur d'avoir... Là, on parle d'endormissement, mais je peux parler de dépression, ou des mal-être, troubles attentionnels, de ne pas avoir mon doctorat, etc. Je préfère être dans l'autre moyenne, même si je suis un cas exceptionnel. Alors, ça, c'était sur l'attention. Donc, on va y passer rapidement pour aller un peu sur des bases neurales aussi. Donc, l'attention, donc du coup, bien évidemment, on a des troubles attentionnels. Là, c'était sur des adolescents à 16 ans. 3 fois plus pour les adolescents qui regardent au moins 3 heures de télé par jour. Échec scolaire à 22 ans, qui est presque 4 fois plus que chez des gens qui ne regardent la télé.
Même chose sur les personnes qui utilisent les smartphones, 3 fois plus de risques d'avoir des troubles attentionnels. Et ça, c'était une étude intéressante parce qu'effectivement, ça montre que les smartphones, donc les téléphones, ça devient un outil de distraction. Donc, par exemple, là, donc les étudiants devaient répondre à des questions et lorsqu'ils reçoivent des SMS, donc des messages, peut-être on ne les envoie plus maintenant, ou des WhatsApp, on peut dire autre chose. Donc, on a un pourcentage moins bon de réponses correctes. Lorsque si on ne reçoit pas de textos, on a des réponses plus performantes. Ça, c'était encore plus intéressant, c'est l'effet si j'ai à côté de moi quelqu'un qui est sur son téléphone, ça aussi va m'impacter ma capacité de bonnes réponses. Donc, si j'ai un voisin, donc mon copain à côté qui a le téléphone, j'ai 56% de réponses correctes. Si mon voisin n'a pas de téléphone, ne fait pas de multitasking, mais mes pourcentages de réponses correctes, c'est les 73%. La même chose si on a les téléphones ou pas sur la table. Donc, effectivement, ça devient un outil de distraction. En fait. Le fait de juste avoir la présence, même si ce n'est pas à moi, ça va m'induire une distraction. Peut-être la personne va recevoir un appel, peut-être va recevoir un message, etc. Donc, du coup, ça va énormément impacter notre capacité de faire des choses en même temps. Donc là, c'était une tâche dans laquelle on doit reconnaître des symboles parmi les autres. Et on voit que nos temps de réaction sont beaucoup plus longs lorsqu'on est dans cette situation de multitasking. Donc après, ce qu'on a un peu cité, le fait que peut-être, oui, les jeux vidéo, peut-être ça c'est vrai pour les jeux vidéo, pour la télé, pour les écrans, mais pas pour les jeux vidéo, parce que, comme on a discuté un peu, peuvent nous garantir un certain degré d'interaction sociale, d'attention visuelle, de motricité. Donc, mais effectivement, ce qui est important, donc on l'a vu un peu dans notre première vidéo, dans cette expérience qui était faite en Angleterre, l'effet d'être sur l'écran va nous focaliser, on va porter notre attention sur quelque chose qui bouge. Lorsque le travail de l'attention, c'est souvent d'être focalisé sur des stimuli qui sont immobiles, donc en fait. Donc ça, c'est le travail de l'attention. On arrive à avoir de l'attention sur ce type de stimuli. Donc, du coup, les méta-analyses qu'ils ont montré que la télé et les jeux vidéo, en fait, produisent les mêmes effets. Donc, 2 heures par jour sont suffisants pour garantir au moins 2 fois de plus de risques de déficit attentionnel. Et ça, c'était une méta-analyse qui montrait effectivement la puissance de ces valeurs, donc sur moins plus de 200 d'études. Donc après, bien évidemment, il y a des facteurs de risque et des facteurs de variabilité interindividuelle. On n'est pas tous pareils, hein. Mais des facteurs de risque, bien évidemment. Les milieux socio-économiques peuvent influencer. Donc l'effet d'appartenir à un milieu plus ou moins aisé va me donner plus ou moins de chances d'atteindre ces risques. L'usage parental, donc on l'a vu au début, les enfants, les ados, donc on tend à imiter nos parents, nos références. L'exposition précoce, donc notre pédiatre nous l'a dit, avant 3 ans, ça serait absolument mieux éviter parce qu'effectivement, peut être un facteur de risque important pour que ces troubles-là se développent. Et bien évidemment, la disponibilité des écrans. Si j'ai 3 télés, 4 ordi, 8 smartphones à la maison, bien évidemment, mon risque, ça va être plus élevé. Donc là, je vais aborder un sujet qui ça a été évoqué, l'effet de, effectivement, qu'il y a des contenus éducatifs qui pourraient être bien. Ce qu'on a vu, c'est on a vu depuis le début, donc l'interaction humaine, réelle, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui apprend. Donc on apprend par l'interaction
réel. Donc, dans cette étude, en fait, ils avaient exposé des enfants en apprentissage de langue étrangère, soit avec une personne réelle, et soit à travers une vidéo. Donc, même chose, mais la personne, elle est à l'écran. Donc là, c'est le pourcentage de réponses correctes. Donc, ces enfants qui étaient exposés à la langue chinoise, donc ils avaient des performances correctes à 65%. Et là, en bleu, c'est des enfants qui n'étaient pas exposés au chinois. Donc, qui du coup, ils répondent au hasard, environ 50%. Donc, leurs réponses ne sont pas fiables. Sont pas fiables. De la même façon, des enfants américains exposés aux Chinois à travers la télé, à travers l'écran, ils avaient des performances qui étaient au hasard, donc comme un enfant qui n'avait rien suivi. Donc, pour vous dire qu'effectivement, là, il y a un effet évident du fait qu'un contenu éducatif transmis à travers la personne, l'interaction réelle, est différent par rapport au contenu éducatif qui est transmis en ligne, même si c'est la même personne, parce que c'était la même personne qui faisait les cours de chinois. Est-ce que vous avez des avis sur ça? Est-ce que quelqu'un a une remarque en particulier avec le Covid? Je vais poser une question. Oui. On a constaté depuis 2 ans une aggravation du problème, je pense. Et je voulais savoir si vous avez une répercussion déjà à nous exposer. On a une répercussion, effectivement, surtout sur ces dernières années. Donc, il y a les premiers articles là, qui sortent après Covid. Je ne l'ai pas présenté parce que c'est des résultats encore préliminaires, dans le sens qu'on vient de sortir du Covid et pour publier des articles scientifiques, ça prend 2-3 ans parfois. Donc, on a les premiers articles qui sortent, mais lorsque là, les données que je vous montre, c'est des centaines et centaines d'articles de synthèse. Mais oui, il y a les premiers effets. Et moi, je les vois autant qu'on va dire de façon individuelle, autant qu'enseignante à l'université. Cette année, donc, je suis responsable d'un Master 2 en neurosciences et on a eu, donc le Master, c'est 36 étudiants et on a eu environ 40% de décrochage. Lorsque les années précédentes, c'était 5%. Donc, ça nous indique, et ça, c'était sous la répercussion aussi des étudiants. Ils n'arrivaient plus. Imaginez, ils devaient rester 8 heures par jour à écouter les enseignantes en ligne. Et après, on leur demandait du travail en ligne parce qu'ils devaient encore éditer, écrire, faire des rapports, etc. Donc, effectivement, la plainte des étudiants, c'était on n'y arrive plus, on n'est pas motivé, on ne veut plus faire, on n'arrive pas. En fait, il y a eu vraiment un fort décrochage. Et je pense que, je ne sais pas pour les enfants des bas âges, au niveau des primaires, au collège et au lycée, mais sûrement au niveau des étudiants universitaires, ça, j'ai pu l'observer sur mes étudiants. Je ne sais pas si vous avez des témoignages également, oui. Donc voilà, tout ça, c'est parce que, je vous rappelle, on l'a vu au début, on est pré-câblé à l'imitation, à l'interaction. Donc on a ces neurones miroirs donc, qui vont s'activer lorsqu'on voit l'action chez l'autre. Je suis en train de manger et la personne qui me voit manger va activer les mêmes neurones qui sont associés à la motricité au même temps. Je regarde un film émouvant et je vais pleurer, même si je ne suis pas la personne impliquée dans les films, parce qu'on a ces neurones-là. Mais la chose importante, c'est qu'on a des réponses faibles ou presque pas de réponses lorsque la même action est montrée à l'écran. Et ça a été vu dans cette étude ici. Donc, c'est des enfants jusqu'à 30 mois dans lesquels ils doivent reproduire des gestes. Donc, effectivement, on voit que la démonstration humaine, donc l'effet d'avoir une personne qui montre une certaine action,
permet une reproducibilité immédiate, plus performante par rapport aux enfants qui regardaient des enfants jusqu'à 12 mois, ils n'arrivent quasiment pas à imiter une action qui était vue sur un écran. Donc, du coup, on revient sur la question des programmes éducatifs. Donc, bien évidemment, il y a ces programmes éducatifs. On voit qu'il n'y a presque pas d'effet avant 2-3 ans. Donc, jusqu'à 3 ans, on remarque aucun effet. On voit que les apprentissages qui peuvent intervenir avec l'interaction d'une personne, comme les parents, l'enseignant, produisent des réponses correctes beaucoup plus importantes. Donc, c'est vrai, c'est certain que ces programmes éducatifs peuvent améliorer certaines compétences, peuvent améliorer l'alphabétisation, certaines compétences, on va dire, basiques. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que ces programmes-là vont pas nous permettent pas d'augmenter certaines capacités plus spécifiques. Et surtout, ils utilisent des mots qui souvent sont très simples, c'est très basique. Et du coup, on n'a pas accès à tout un éventail des mots qui sont plus rares, comme par exemple, je ne sais pas, j'ai mis quelques exemples pittoresques, clameurs, vestibule, etc., qui ne sont pas présents dans les programmes éducatifs du tout. Ils sont peu présents dans des livres de maternelle et sont beaucoup plus présents dans des livres des enfants. Donc, c'est pour cela que les livres offrent un vocabulaire beaucoup plus riche par rapport à ce que je peux regarder à la télé. Et aussi, je dirais qu'ils nous aident aussi à faire travailler toute cette partie du cerveau qui va toucher l'imagination, le fait que si je lis, je dois faire un travail de me représenter la situation, la scène. Si je veux comprendre, j'ai besoin de cet aspect-là. Donc, du coup, bon, l'a déjà assez dit. Donc, l'effet que toutes ces études-là, en général, montrent cette relation négative importante entre les écrans et l'utilisation des écrans. Là, dernière partie, je voulais me focaliser sur le langage avant de passer aux bases neurales. Donc, ça, c'est pour vous dire la complexité du langage qu'on retrouve dans les livres. OK, livre d'adulte, BD adulte, livre enfant et maternelle. Donc, on prend comme référence un livre d'adulte qui a une complexité évaluée à 1000. Donc, on va mettre ça comme référence. Lorsque on regarde la télé, dessins animés ou d'autres vidéos pour enfants ou adultes, la complexité du langage arrive au niveau d'un livre de maternelle. Donc voilà, on est presque dessus. Et c'est la même chose pendant une discussion. Donc en discussion entre adultes, on ne va pas employer des mots extrêmement complexes. Donc effectivement, c'est à travers les livres qu'on peut avoir accès à ces mots un peu plus particuliers. Donc, ce qu'on voit, c'est aussi que la pourcentage, donc, je pense qu'on peut le remarquer. Je ne sais pas si on demande aux jeunes combien de livres par an ils lisent. Est-ce qu'on peut avoir des retours? On a des échantillonnages là, juste. Oui. J'en ai aucun, moi. Aucun? Ça dépend, en fait. Par livre, est-ce que tout ce qui est aussi... Oui. Ouais. Ça dépend. Mais ce qu'on va appeler des scans, donc tout ce qui des livres scannés, quoi, globalement, ça, je peux en lire, je peux en lire une trentaine tous les 3-4 mois, je pense. Ah, c'est beaucoup alors. Ouais, ça augmente la moyenne. C'est des petits volumes, quoi. C'est pas non plus. C'est pas guère épais. Non, c'est pas. Ça, je vais pas m'amuser à lire Sartre tous les jours, quoi. Mais oui, Jean-Paul Sartre, c'est un écrivain. T'inquiète, c'est pas grave. Non, mais tu t'auras une culture un jour. Non, mais c'est du siècle dernier. Non, mais c'est pareil. Il y a plein d'adaptations je dirais, de vieux romans ou de vieilles œuvres classiques, comme par exemple du Zola ou ce genre de choses, qui ont été adaptées dans des bandes dessinées ou des mangas, et qui n'a pas forcément... Ça va rester le même, c'est juste que ça a été illustré. On peut reprendre exactement le texte, mais ça dépend, en fait. Parfois, ces livres-là, ils prennent des pages et des pages pour décrire
des petites choses. Donc, je pense que la richesse du vocabulaire, c'est un peu différent. Mais... Non? Au niveau de la description peut-être, mais au niveau des paroles, pas forcément. Par exemple, il y a des mots qu'on utilisait au XVIIIe siècle qui vont toujours être écrits noir sur blanc, alors qu'on ne l'utilise plus maintenant. Donc, ouais, peut-être qu'en description, ça peut changer, mais ça permet peut-être aussi plus facilement d'appréhender certaines œuvres classiques. Parce que, c'est pour les rendre appealing. Ouais. Je vois ça comme une évolution de la chose, par exemple. J'ai des cours donc je suis en licence graphique, donc j'ai beaucoup de cours autour de la sémiologie de l'image. Une génération qui est liée à l'image en fait. On a grandi avec les images, qu'elles soient animées ou fixes, et on a plus facilement tendance à se projeter dans un univers où on voit une image qu'un univers qui est complètement écrit, et on doit obligatoirement l'imaginer. Et je pense que ça va aussi avec l'évolution des choses, le fait qu'on on lise moins de livres, mais qu'on aille plus chercher des informations autour de l'image ou autour de l'audio. Je pense que c'est lié par rapport à l'évolution des générations et des technologies. J'ai combien de temps? On a aussi, il faut le savoir. 6 minutes. On a aussi, il faut le savoir, une surface du cortex occipital visuel beaucoup plus importante que l'image visuelle proprement dite. Et au niveau auditif, c'est pareil. C'est presque de 1 à 6, je dirais. La surface visuelle est différente que la surface auditive. Donc c'est aussi important. Pardon. J'ai l'impression d'entendre des élèves qui me disent « il a l'air bien le bouquin, mais il n'y a pas le film qui existe ». Alors, oui, bien sûr, on va prendre très simple Harry Potter, il y a plein de films qui ont été faits, mais déjà, on nous donne l'image qu'on ne peut plus imaginer, et ça, c'est bien dommage. Et quand bien même le vocabulaire serait le même, on n'a quand même pas la tournure des phrases, la poésie de l'auteur. Je pense à Victor Hugo. On peut regarder la comédie musicale des Notre-Dame de Paris, mais je crois qu'on n'aura jamais ce que Victor Hugo a écrit. Moi, c'est pareil, je vais rejoindre un petit peu ma collègue, je suis enseignante aussi. C'est vrai que le roman graphique, je l'utilise beaucoup en complément de lecture. Ce sont des supports qui sont différents, qui vont peut-être faciliter un accès et qui vont amener les élèves vers la lecture aussi. Les romans graphiques, c'est bien, c'est très bien, mais on ne peut pas substituer l'image au texte. Et après, vous avez parlé aussi d'une langue qui n'est plus utilisée. Je ne crois pas que ce soit la bonne remarque qu'il faille faire. Enfin, moi, je fais travailler du Shakespeare à mes élèves et je les guide et je les accompagne pour qu'ils puissent comprendre, etc. Et donc, il y a une entrée aussi par le texte qui permet à nouveau de favoriser, de stimuler l'imaginaire, etc. Et je pense que c'est important. Et les élèves aiment bien d'ailleurs écrire des romans, des textes aussi qui font appel à leur imaginaire. Donc voilà, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il y ait une génération image. La lecture de l'image, ça demande des compétences particulières. Voilà, c'est un support spécifique qui demande des compétences de décryptage qui sont propres au support. La lecture, c'est autre chose. Donc, on les accompagne vers des textes, évidemment. Enfin, donc, on ne va pas renoncer à faire lire des romans à nos élèves, du Shakespeare. Enfin, voilà, donc, on ne peut pas opposer tout ça. Enfin, c'est complémentaire pour moi. Voilà. Merci. Je sais qu'on a très peu de temps, donc je voulais vous montrer juste quelques dernières études pour vous convaincre que malgré tout, en fait, les écrans nous exposent à des risques importants. Là, c'était une étude sur des enfants 18 mois exposés aux écrans. Même juste 30 minutes par jour, ça double 2,5 fois de plus les risques d'avoir un retard du langage. Ça, c'est juste une liste non exhaustive des études qui montrent la même chose, même si on est unique. Là, ça montre tout la même chose. Et là, c'était des corrélats neurophysiologiques. Donc, à gauche, vous avez un score sur des compétences linguistiques. En bas, c'est les temps
d'écran. Donc, plus on regarde les écrans et plus nos compétences langagières vont diminuer. Et en même temps, donc ça reflète avec des activations cérébrales entre des zones qui contrôlent la production de la parole et la compréhension de la parole. Donc, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, j'imagine. Donc, du coup, pour résumer tout ça, on pourrait dire que plus d'écran va se traduire chez l'enfant en moins de mots, parce que déjà, moins de mots sont utilisés par les écrans, des mots plus basiques. Donc, du coup, on va utiliser moins de mots. Ça, c'était une étude super intéressante. Je trouve que c'était une situation contrôlée, une expérience dans laquelle on laissait les mamans avec leur bébé, leur donner à manger et regarder s'ils utilisaient ou pas leur téléphone. Donc, lorsque les mamans ils utilisaient leur téléphone, ils interagissaient beaucoup moins avec l'enfant. Ils avaient beaucoup moins d'encouragement pour manger, parlaient beaucoup moins, donc moins de descriptions sur ce qu'on mange, ce qui est tout le langage autour de ça. Donc, bien évidemment, on a aussi les médias qui ne nous aident pas. Ils peuvent nous dire, voilà, les écrans, les vidéojeux vont nous booster notre cerveau. On va avoir des acuités visuelles des génies. On va avoir un cortex singulaire super important. Et après, en fait, je parlais de Super Mario parce qu'il y avait cette étude qui avait mis en évidence que lorsque les enfants jouaient au Super Mario, ils avaient un cervelet qui était plus développé. Après avoir ce cervelet plus développé, va nous aider la coordination motrice, effectivement, mais à quel prix? Bien évidemment, on nie pas qu'on ne peut pas vivre sans écran. Hein. Il y a après des extrêmes aussi, des gens qui considèrent que sans écran, on va handicaper la vie de nos enfants. Je conclus sur le fait que les gens qui produisent ces écrans, Apple, etc., la Silicon Valley en Californie, sont tout à fait contraires à l'utilisation, interdit l'utilisation des portables, téléphones, etc. à leurs enfants. Des États aussi, donc en Chine et à Taïwan, c'est illégal de montrer pour les parents, montrer des écrans aux enfants avant 18 mois. Donc, les hommes, on a besoin des interactions sociales. Donc, ça, c'était les dernières données de l'Organisation de la santé. Donc, 0 écran. Donc, on dit 3 ans, c'est même mieux, je crois. Jusqu'à 5 ans, moins d'1 heure par jour. Et les enfants et ados, moins de 2 heures par jour. Plein de références. Après, ce que je pourrais faire, si les gens sont intéressés, je peux vous donner des articles d'approfondissement. Et après, moi, je sais qu'on n'a plus le temps, mais je voulais discuter, mais peut-être vous allez en discuter. Nous avons une table ronde cet après-midi. Aujourd'hui, sur quoi faire en alternative. Donc, je pense que vous allez en discuter. Nous avons une table ronde à partir vous me de direz, 16h. parce que je suis très intéressée sur ça. C'est dommage que je ne peux pas rester, mais je suis très intéressée à savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants comme alternative aux écrans. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Madame Cristofori, d'être venue pour tout ce que vous nous avez apporté comme élément. Merci à tous parce que je trouve que nous avons eu de bonnes interactions. Merci beaucoup.